Dans cette vidéo, on va voir quelques énoncés sur les espaces vectoriels qui sont un peu contre-intuitifs. Alors, je vais commencer par un truc qui est assez classique. C'est, si tu veux, il y a un truc qui peut t'aider dans les espaces vectoriels, qui peut t'enlever de beaucoup de contre-exemples. C'est si je regarde dans R2, c'est un espace vectoriel, et si je regarde 3 droites qui se coupent en 0, ça, c'est un bon truc. Parce qu'il nous montre quoi? Il nous montre plusieurs choses. Déjà que quand je prends un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel, il n'y a pas forcément de supplémentaire canonique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supplémentaire qui est naturel à choisir. Il y en a plein qu'on pourrait choisir, il n'y a pas de raison d'en prendre un plutôt qu'un autre. Par exemple, si je prends la droite ici, la droite horizontale, je peux prendre ça comme supplémentaire, je peux prendre la droite verticale si je veux, mais je peux aussi prendre cette droite-là, si je veux. Donc il y a plusieurs supplémentaires qui sont possibles pour le même truc. Un deuxième truc qui montre ce dessin, c'est que quand j'ai deux trucs qui sont supplémentaires, ils recouvrent pas forcément l'espace. C'est-à-dire que c'est un truc classique d'avoir l'impression que deux trucs qui sont supplémentaires, ça équivaut à ce que leur intersection soit triviale et ce que l'union recouvre le truc. Bah non, parce que ça et ça c'est visiblement supplémentaire, mais il y a des points ici qui sont pas dans l'un des deux. Voilà, ça c'est un bon dessin parce que il nous rappelle surtout le fait qu'il n'y a pas de choix de supplémentaire canonique. Voilà. Ok? Et du coup, c'est des exercices vraiment qui doivent être intuitifs. Donc, surtout ces deux-là. Donc, le premier, c'est, je prends F, un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E. Ici, je prends n'importe quel corps. Si tu connais les corps, je prends n'importe quel corps. Sinon, c'est juste des R espaces vectoriels. Je prends F qui est inclus dans E. Et il faut déterminer l'espace vectoriel engendré par E privé de F. Ok? Ça, essaye de déterminer ce que ça va être. Une fois que j'aurai fait la vidéo, ça sera complètement évident. Ensuite, le deuxième exo, c'est je prends F et G, qui sont deux sous-espaces vectoriels dans un espace vectoriel E. Faut montrer que le fait que l'union des deux soit un sous-espace vectoriel implique que ce soit un espace vectoriel pour des raisons évidentes, qui est qu'on a F inclus dans G ou G inclus dans F. Donc, faut le répéter, l'union de sous-espaces vectoriels, c'est quasiment jamais un espace vectoriel, sauf si on est dans des cas évidents. Ok? Donc, les espaces vectoriels, ça marche pas avec l'union, ça marche avec la somme, ça marche avec l'intersection. Ça marche pas avec l'union. Ça marche pas. Ok? Ça marche avec les noyaux d'application linéaire. Ça marche avec les images réciproques. Ça marche avec les images directes d'application linéaire, mais ça marche pas avec les unions. Troisième exo, qui est un peu différent. Je prends E, un sous-espace vectoriel de Rn, et je suppose que pour tout x dans E, le fait que j'ai une coordonnée nulle implique que mon vecteur soit nul. Il faut montrer que c'est un espace de dimension 1. Ok? Donc je suppose que tout vecteur qui possède une coordonnée nulle est nul. Il faut montrer que c'est un espace vectoriel de dimension 1. Ok, donc, premier truc. En fait, vect de E privé de F, c'est égal à 0. Enfin, c'est égal à 0 si E égale F. Et ça, c'est égal à E sinon. Ok? En fait, l'espace vectoriel engendré par quelque chose qui est privé de F, ça va pas faire un supplémentaire. Ça va pas faire un supplémentaire. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de supplémentaire canonique. Ça pourrait pas faire un supplémentaire. Ce que ça fait, c'est tout l'espace vectoriel dès que F est un sous-espace vectoriel strict. Et en fait, c'est logique. Parce que si je prends Y qui est dans E privé de F, que je prends X dans E, bah, j'ai que X, il est égal ok, donc si X il est dans E privé de F, alors X il est clairement dans le vecteur de E privé de F. Et si X dans F, j'ai que X est égal à X plus Y plus moins Y. Et donc ça c'est dans E privé de F. Et ça c'est dans E privé de F. Donc ce que je fais c'est évident. En gros si tu veux cet exercice là, on peut s'imaginer que on est dans le plan R2, que F c'est la droite,
Et ce que je fais, c'est que je dis que l'espace vectoriel engendré par E privé de F, c'est tout R2, parce que si je prends un élément de la droite, ici, je peux l'écrire, je peux prendre un élément qui n'est pas dans la droite, genre par exemple lui, si je veux. Je peux considérer la somme des deux, x plus y, qui n'est pas dans la droite. Ok? Et je peux considérer ce vecteur-là. Ça marche pas du coup, mais c'est plus comme ça. La somme des deux, ça fait mon vecteur de base. Sauf que ce vecteur-là, il n'est pas dans l'espace vectoriel, et ce vecteur-là n'est pas dans l'espace vectoriel non plus. Ok? Donc x plus y, ça peut pas être dans f, parce que si x plus y était dans f, comme on a que x est dans f et que f c'est un espace vectoriel, on aurait que y serait dans f. Donc juste comme ça, on a montré que l'espace vectoriel engendré par ça, c'était ça. Mais en fait, cet énoncé, il est vraiment logique dans le sens où le fait que un espace vectoriel, le fait que l'espace vectoriel engendré par un certain nombre d'éléments, ce soit quelque chose de gros, ça veut dire qu'il contient beaucoup d'éléments qui sont linéairement indépendants. Et si tu réfléchis à un espace vectoriel, par exemple, je réfléchis à R3 et je réfléchis au plan dans R3, tu vois que l'immense majorité des vecteurs de R3, ils sont pas dans le plan. Il y a un très petit nombre de vecteurs qui sont dans le plan. Et comme la plupart des vecteurs sont linéairement indépendants, genre si je prends trois vecteurs en fait, il y a très peu, c'est très rare que trois vecteurs pris dans R3 soient linéairement dépendants. Et donc si j'en prends trois quelconques, ils seront linéairement indépendants, ils seront pas dans le plan, et donc ça sera, enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand je regarde le complémentaire d'un espace vectoriel, un espace vectoriel, c'est très petit. Un sous-espace vectoriel, c'est très petit. Regarde, là c'est une feuille de papier dans R3. Si tu veux, plus tard, tu diras que c'est de mesure nulle parce que c'est tout petit, quoi. Si tu veux, tu peux penser au sous-espace vectoriel de R. Il y a que le point. Tu vois qu'il y a un truc qui manque en termes de dimension. La droite, c'est dimension 1, mais ça, c'est dimension 0. Et un truc de dimension petite dans un truc de dimension grande, son complémentaire, il est énorme. Et donc, le vecteur du complémentaire est énorme. Ok? Donc, souviens-toi, un espace vectoriel, c'est quelque chose de très petit. Enfin, un sous-espace vectoriel, c'est quelque chose de très petit dans l'espace vectoriel. Et l'espace vectoriel engendré par le complémentaire est énorme. Ok. Donc, je prends deux sous-espaces d'un espace vectoriel E. Donc, si je veux, on prend deux droites dans R2, par exemple. Et en fait, c'est clair dans ce dessin-là que l'union des deux, c'est pas un sous-espace vectoriel. Si je prends l'union des deux, ça n'a aucune structure. Si je voulais que ce soit un sous-espace vectoriel, il faudrait que ça contienne tout ça. Et il faudrait que ça contienne tout, en fait. Juste, ça marche pas. Et la raison pour laquelle c'est pas un sous-espace vectoriel, c'est parce que si on n'a pas cette hypothèse-là, si on n'a pas que f inclus dans g, ou g est inclus dans f, on va juste faire de la rédaction automatique. On sait qu'il existe x dans g qui n'est pas dans f. On sait qu'il existe y dans f mais pas dans g. Et là, ce que je peux regarder, c'est la somme. Donc je sais que x est dans l'union de f et g, y est dans l'union de f et g, mais la somme des deux n'est pas dans l'union de f et g. Pourquoi? Parce que si la somme des deux était dans l'union de f et g, donc je recommence tout. Je prends f et g, deux sous-espaces vectoriels de E, je suppose que j'ai ni f inclus dans g, ni g inclus dans f. Et je vais montrer que l'union des deux, c'est pas un sous-espace vectoriel. Donc ce que je fais, c'est juste j'applique le fait que j'applique cette hypothèse-là, que j'ai ni l'un ni l'autre. Donc j'ai un élément dans g privé de f, j'ai un élément dans f privé de g. X et y, ils sont tous les deux soit dans g, soit dans f. Donc a fortiori, ils sont dans l'union de g et de f. Et si je regarde leur somme, c'est pas un élément de f union g. Parce que si j'avais que x plus y est égal à f, était un élément de f, si j'écrivais ça, je sais que comme y il est dans f, x est dans f, mais c'est pas possible parce que x est dans g privé de f. Ok, donc, moralité, x plus y, c'est pas un élément de f union g. Dernière chose, en fait, c'est logique parce que f union g, ça vérifie déjà tous les axiomes d'un sous-espace vectoriel, sauf celui de la stabilité par somme. Donc, fallait forcément chercher un élément qui était... fallait forcément sommer un élément pour arriver à une contradiction.
F union G, c'est stable par multiplication par un stade scalaire. Ça contient 0. C'est un sous-groupe additif. Bah non, justement, c'est pas un sous-groupe additif, parce que du coup, c'est pas stable par somme. Ok. Dernier exo. Dernier exo, je prends E, un sous-espace vectoriel de Rn. Et donc, je suppose que pour tout x, le fait qu'une coordonnée soit nulle équivaut à ce que le fait que toutes les coordonnées soient nulles. Je vais montrer que la dimension de E est plus petite que 1. Donc, je vais donner deux preuves. Une qui est savante et l'autre qui est juste à la main. Donc, à la main, je prends x différent de y dans E. On veut, il existe lambda tel que y égale lambda x ou x égale lambda y. Donc pour montrer qu'un truc est de dimension plus petite que 1, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux éléments et on montre qu'il y a une relation de liaison entre eux. Donc on montre qu'ils sont collinéaires et du coup, on montre qu'il existe un lambda tel qu'on a soit ça, soit ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, si y égale 0, ok. Parce que si y égale 0, bah on a clairement cette condition-là, on prend lambda égale 0, y égale 0 fois x. Sinon, on sait que y1 est différent de 0. Je fais la même chose pour x, je sais que si x il est égal à 0, bah je peux conclure. Sinon, je sais que x1 est différent de 0, donc je peux écrire... On peut écrire x1 est égal à lambda fois y1. Juste parce que les deux sont non nuls, donc je peux... Si je regarde x1 sur y1, c'est un scalaire, c'est un élément de R. Donc j'écris ça, et ce que j'ai, c'est que x moins lambda y a une coordonnée qui est égale à 0. Et donc, ce que j'ai, c'est que x moins y est égal à 0. Donc si je regarde x moins lambda y, donc je recommence tout. J'ai deux éléments dans l'espace vectoriel E, et j'ai supposé qu'il était équivalent dans E d'avoir une coordonnée nulle ou d'avoir toutes les coordonnées nulles. Là, ce que j'ai, c'est que je prends deux éléments quelconques, x et y. Je sais que ils ont une coordonnée qui est non nulle pour les deux. La première, par exemple. Et ce que j'ai, c'est que comme si je regarde le vecteur x moins lambda y, où lambda est choisi pour avoir x1 égale lambda y1, si je regarde la première coordonnée, c'est nul. Mais donc, ça veut dire que le vecteur, il est nul. Et donc, j'ai x est égal à lambda y. Ok? Et donc, E est de dimension 1. Autre preuve beaucoup plus savante, et bien meilleure, c'est que si je veux, je peux regarder l'application de Rn dans R, qui à xi, i allant de 1 à n, associe x1, si je veux. Et bien, ce que j'ai, c'est que cette application linéaire phi restreinte à E, est injective. Par définition, parce que un élément de E tel que x1 est nul, parce que c'est la condition qui est ici. Pour tout x dans E, s'il existe i tel que xi est égal à 0, alors x égale 0. Donc phi restreinte à E est injective. Ce qui me dit, et là tu appliques ce que tu veux, soit tu fais le théorème du rang. Oui, tu fais le théorème du rang, et du coup tu as que la dimension de E c'est égal à oui, pardon, t'as que la dimension de E est égale à la dimension du noyau de E, sauf que ça c'est 0 parce que phi est injective. En fait, tu vas appliquer le théorème du rang à phi que je restreins à E. Ok, donc je peux regarder ça si je veux. Je peux restreindre phi à E. Et là, j'applique le théorème du rang qui me dit que la dimension de E est égale à la dimension de R, ça c'est 1, plus, enfin la dimension de l'image de ça, donc c'est plus petit que 1, plus la dimension du noyau de phi. Sauf que le noyau de phi restreint à E, c'est 0, parce qu'un élément de E qui envoie sur 0, par hypothèse, il est nul. Ok? Donc ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est vraiment les trois droites, c'est-à-dire que le fait qu'on n'a pas de supplémentaire canonique, il n'y a pas de supplémentaire canonique à un espace vectoriel dans Rn. L'union de sous-espaces vectoriels, ça n'existe pas. Oublie ça, et voilà.